Bonsoir à tous. Bienvenue à Imagine, c'est un plaisir de vous accueillir. Donc, ce soir, on inaugure notre premier Génétalk. C'est le nom qu'on a donné à notre série de 5 tables rondes qui auront lieu à partir d'aujourd'hui tous les 2 mois, et ça jusqu'au 8 juin. Donc le thème aujourd'hui lie un petit peu tout ce qui est génétique et société, puisqu'on va parler des tests génétiques et de l'éthique des tests génétiques. Donc le but de ces conférences, qui sont résolument grand public, c'est vraiment d'informer. On a un devoir en tant qu'institut d'informer. Et donc aujourd'hui, ce que votre salive dit vraiment de vous, l'éthique des tests génétiques. Donc vous le savez peut-être, mais il y a des services en ligne qui proposent, moyennant $100, $200, que vous leur envoyez leur salive pour faire des tests sur votre génome et vous donner des données comme des informations comme vos origines géographiques, mais aussi certains traits comme votre sensibilité à l'amertume ou vos prédispositions sportives. Mais là où le bas blesse, et on en discutera tout à l'heure, c'est à partir du moment où ces tests génétiques vous proposent des bilans de santé où on va vous donner vos risques de développer certains types de maladies, notamment des cancers. Donc voilà, ça peut apporter son lot d'angoisse et faire des dégâts psychologiques. Donc ça pose de vraies problématiques dont on va discuter aujourd'hui. Donc la question, c'est comment interpréter ces tests sans médecin généticien, puisque les personnes qui reçoivent les résultats sont seules face à une feuille, et comment s'assurer de la qualité de l'analyse de génétique et quelle est la limite prédictive de ces tests. Mais on va aussi parler de tout ce qui est tests médicaux, comment ça se passe en France dans un contexte vraiment médical. Et enfin, voilà, donc pour discuter de ces questions-là, pour savoir ce qui est techniquement possible, ce qui est médicalement nécessaire et éthiquement acceptable en termes de tests ADN, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenantes de marque, que sont le professeur Marie-France Mamzer, professeur d'éthique et de médecine légale à l'Université Paris-Cité, responsable de l'unité fonctionnelle d'éthique de l'hôpital Necker Enfants Malades, le professeur Julie Stéphane, qui est professeur de génétique à l'Université Paris-Cité également, responsable de l'unité fonctionnelle de médecine préimplantatoire, prénatale, périnatale, pathologie fœtale et placentaire à l'hôpital Necker, et qui est aussi membre d'un laboratoire de recherche sur les maladies mitochondriales à l'Institut Imagine. Et enfin, professeur Dominique Stoppa-Lyonnais, vous êtes également professeur de génétique médicale à l'Université Paris-Cité et responsable du service de génétique de l'Institut Curie. Voilà. Donc ma première question, ça va être pour vous, Julie Stéphane, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi consistent ces tests, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'on va regarder dans l'ADN des personnes? Bonsoir à tous. Oui, le sujet est assez vaste en réalité, donc peut-être déjà je vais vous reprendre un petit peu ce qui est aujourd'hui communément réalisé dans les laboratoires de génétique français, et on est relativement loin finalement des applications qui existent sur Internet, puisque nos activités ne concernent finalement que des patients qui sont soit eux-mêmes atteints de maladies génétiques, soit qui ont des antécédents de maladies génétiques dans leur famille. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle du diagnostic génétique, à l'inverse du dépistage où on serait en population générale à essayer de trouver des maladies génétiques chez tout un chacun. Et ces diagnostics génétiques, ils visent à caractériser au niveau donc de l'ADN des patients quelle est la faute d'orthographe, quel est le variant, parce que nous avons tous beaucoup de variants dans notre génome, quel est le variant qui explique la maladie chez eux ou dans leur famille. Et c'est globalement ce qui aujourd'hui est autorisé dans le cadre de la loi française. Donc nous, sur le site de Necker, on est très orienté sur les maladies génétiques pédiatriques du fait du recrutement de l'hôpital. Et Dominique va vous parler peut-être plus en avant de tout ce qui est plus les prédispositions au cancer qui, bien sûr, du fait de sa position à l'Institut Curie, est plutôt son recrutement que le nôtre.
Voilà. Et juste sur les types de tests que vous effectuez chez les patients, il y a quel type de tests existe en médical? Alors, il y a des tests extrêmement ciblés. Par exemple, vous venez parce que dans votre famille, il y a un antécédent d'amyotrophie spinale infantile et vous voulez savoir si vous êtes porteur vous-même de ce trait génétique. Et à ce moment-là, on va rechercher l'anomalie précédemment caractérisée chez votre enfant ou votre oncle. Et c'est quelque chose d'extrêmement ciblé. Après, vous avez ce qu'on appelle des études un peu plus larges sous la forme de panels de gènes. Vous venez à la consultation de neurologie, par exemple, parce que vous avez une épilepsie qui fait suspecter une maladie génétique, et on peut rechercher chez vous une anomalie dans les 50 ou 60 gènes aujourd'hui connus pour donner des crises d'épilepsie dans cette forme particulière. Et puis après, lorsque les choses commencent à être très complexes, par exemple un enfant qui a une déficience intellectuelle, aujourd'hui, il y a plus de 1000 gènes décrits dans la déficience intellectuelle. Souvent, on ne se limite pas à l'étude des 100 gènes les plus fréquents, mais on va passer soit à ce qui, dans notre génome, code pour des protéines, qu'on appelle l'exome, soit même à la lecture de l'ensemble de l'ADN d'un individu qu'on appelle le génome. Tous ces tests, ils ont un peu des graduations. Un test ciblé, c'est quand même plus rapide à faire, plus simple d'interprétation, et ça n'expose pas à trouver d'autres choses que ce qu'on cherche. À l'inverse, vous avez le génome, où là, ça va quand même prendre plus de temps à réaliser, parce qu'il faut quand même lire les 6 milliards de paires de bases de la personne, la comparer par rapport à des séquences dites de référence, et essayer de trouver sur les 6 millions de variants à peu près, lequel est responsable de la maladie chez lui. Et là, bien sûr, on s'expose à la découverte de choses qui n'étaient pas forcément prévues au démarrage, parce qu'on séquence très largement le génome. Et ce séquençage, il est rendu possible du génome complet aussi grâce aux nouvelles technologies qui sont assez récentes. Oui, en fait, le séquençage, il a été imaginé au démarrage par un monsieur qui s'appelait Sanger, et puis après, il y a eu la miniaturisation, tout est devenu extrêmement petit mais extrêmement performant, et au lieu de séquencer 150 bases, on s'est mis à séquencer plusieurs dizaines de milliers de bases en même temps, et c'est ça qui permet aujourd'hui de faire des génomes de façon assez rapide, alors que le premier génome humain, il a fallu plusieurs années pour le séquencer, donc on a fait quelques progrès technologiques. Le but étant vraiment le diagnostic, c'est ça ? L'objectif, nous, des tests qu'on réalise dans notre laboratoire, c'est clairement du diagnostic génétique. Ouais. On n'a pas le droit de faire d'autres choses, en réalité. Et ces tests génétiques peuvent aussi permettre, dans certains cas, de faire de la thérapeutique. C'est notamment pour le cancer. C'est tout le domaine du cancer, donc peut-être on peut Dominique passer Stoppa-Lyonnais. au deuxième volet. Très bien, merci. Donc, bonsoir. Alors, les tests génétiques en oncologie sont assez complexes. Enfin, il y a deux grands volets qu'il faut comprendre. Il y en a un qui s'associe aux maladies rares, c'est-à-dire on recherche une prédisposition au cancer, c'est-à-dire on recherche une altération constitutionnelle, c'est-à-dire présente dans l'ensemble des cellules de l'organisme, souvent héritée d'un des deux parents, pas toujours, mais souvent est transmissible à la génération suivante. Donc là, on cherche une prédisposition, et ce qui est emblématique, c'est les gènes BRCA1 et BRCA2 pour Breast Cancer 1 et Breast Cancer 2, dont les altérations sont à l'origine d'un risque élevé de cancer du sein et de cancer de l'ovaire. Et donc là, on est aussi dans ce qu'on appelle la médecine prédictive. L'idée est que le fait de savoir qu'il y a une prédisposition doit permettre de mettre en place une prévention adaptée. Et puis il y a le deuxième volet des tests en oncologie, c'est les tests qu'on fait au niveau de la tumeur. Il faut avoir en tête que finalement, un cancer, c'est une maladie génétique de la cellule. Le cancer, la transformation d'une cellule normale en cellule tumorale est liée à l'accumulation d'altérations génétiques, j'ajouterais aussi épigénétiques. Et d'ailleurs, un des grands efforts de la recherche sur les cancers au cours de ces dernières années, enfin dernières décennies même plutôt, a été justement d'identifier tous les gènes qui étaient
qui conduisaient la tumorigénèse, on parlera de gènes driver. Et donc quand on fait un test au niveau tumoral, eh bien, on voit d'abord, on peut voir aussi les altérations qui sont constitutionnelles, parce que l'ADN tumoral, c'est d'abord l'ADN natif de la personne malade, donc on peut voir les altérations constitutionnelles. Et puis on voit aussi les altérations acquises. On parlera d'altérations somatiques. Constitutionnelles, ce sont comment dire, ce qui est hérité, c'est ça ? Voilà, c'est hérité. Alors il peut y avoir des néomutations, des accidents génétiques, mais l'idée c'est constitutionnel, c'est présent dans l'ensemble des cellules de l'organisme. Et donc c'est aussi transmissible à la génération suivante. Ça donne des indications. Il y a on estime qu'il y a à peu près 80 gènes différents à l'origine de différentes prédispositions au cancer. Et donc, dans la tumeur, on va trouver ces altérations constitutionnelles, mais elles sont toutes réunies, on a du mal à faire la part des choses. Et puis, il y a les altérations acquises, somatiques. Et alors, à quoi ça sert de faire des analyses dans la tumeur ? Eh bien, ça peut d'abord permettre de préciser, dans certains cas, le diagnostic, parce que l'anatomopathologiste peut avoir un peu de mal à différencier, par exemple, certains sarcomes, qui donc sont liés, c'est une hétérogénéité des sarcomes qui implique des voies métaboliques, des voies cellulaires différentes et par là des traitements différents. Donc il y a un intérêt diagnostique. Il peut y avoir un intérêt pronostic. Je prends par exemple le neuroblastome, selon le type d'altérations qui sont d'ailleurs pas forcément que dans des gènes, qui peuvent être des grands fragments chromosomiques qui manquent ou qui sont amplifiés. Eh bien ça va donner des éléments du pronostic. Et ça va conduire à une prise en charge différente, notamment si le pronostic est plus péjoratif. Et puis, la grande avancée aussi de ces tests en cancérologie, c'est ce qu'on appelle le théranostic, c'est l'identification d'une cible thérapeutique. C'est l'amplification, par exemple, de HER2, alors qu'on voit pas forcément, qu'on peut voir aussi avec des anticorps, le pathologiste peut le voir, mais on peut le voir aussi, on peut voir une amplification du gène. Ça peut être des altérations du gène EGFR, qui est un récepteur de facteur de croissance, qui a totalement modifié le pronostic, enfin le traitement des personnes atteintes de certains cancers du poumon. Ça peut être aussi des altérations impliquées dans des cancers du côlon, de l'endomètre, etc. Et ce qui est complexe, et c'est en même temps c'est formidable dans ces tests génétiques, c'est qu'on peut étudier à la fois rechercher une altération dans un gène. On peut rechercher aussi, donc toujours au niveau tumoral, une signature tumorale. On sait qu'il y a des personnes qui présentent une altération dans le système de réparation de l'ADN. Et c'est d'ailleurs une des grandes... Ces altérations de l'ADN sont une cause très importante donc, de processus tumoral. Et ben, on a des signatures. On regarde la façon, finalement, dont le génome tumoral est cassé. Et ça, c'est différent pour chaque individu ? C'est de la médecine un peu personnalisée ? Alors, exactement, c'est le terme. Alors, en fait, on va permettre de sous-grouper les patients en fonction des altérations. On parlera plutôt... Alors, médecine personnalisée, on comprend très bien ce que ça veut dire, et puis c'est très séduisant, parce que à chaque patient, le bon traitement. Il est plus juste de parler de médecine de précision, où on stratifie finalement les patients, on va les sous-grouper. Le stratifier n'est pas très heureux. On va sous-grouper les patients en fonction, donc, notamment de l'existence de cibles thérapeutiques. Et là où même les choses se compliquent, c'est que j'évoquais tout à l'heure BRCA1 et BRCA2. À la fois, c'est un gène de prédisposition, mais on a compris à quoi servaient les protéines pour lesquelles sont codés ces gènes. Et c'est des gènes de réparation de l'ADN. Et on a développé de nouvelles molécules qui sont très importantes dans le traitement de ces patients atteints de tumeurs qui ont une altération de BRCA. Dans quelle maladie il y a eu des succès justement avec la découverte de nouveaux traitements grâce à cette approche ? Alors, en particulier, les cancers de l'ovaire. Aujourd'hui, une femme qui est traitée c'est un carcinome de l'ovaire, elle doit avoir un test tumoral, on doit regarder au niveau tumoral BRCA1/2, et s'il y a une inactivation, eh bien, il y a un traitement très spécifique qu'on appelle, sont les inhibiteurs de PARP. Et ce qui est complexe et difficile pour les patientes, c'est qu'on propose un test tumoral qui est d'abord, le premier élément, c'est la visée de traitement. Mais si on trouve que finalement cette altération, elle n'est pas acquise, mais elle est constitutionnelle,
Et c'est dans 80% des cas, quand on trouve une altération BRCA1 ou 2, l'altération est en fait constitutionnelle. Donc on a fait en même temps un test de prédisposition. Donc voilà, l'information en amont, quand on fait un test tumoral, est essentielle. Je propose de m'arrêter là parce que je suis intéressée. Non, je voulais revenir sur justement le contexte dans lequel on fait ces tests. C'est un contexte donc, médical avec un consentement éclairé du patient, etc. Et peut-être qu'on pourra en reparler, mais dans les tests que j'évoquais au début en préambule, sur les tests récréatifs, les tests qu'on fait voilà, pour connaître ses origines, etc., il n'y a pas vraiment... le contexte... Le consentement n'est pas forcément éclairé, et je voulais savoir, on a quand même possibilité, je crois que c'est interdit en France de faire n'importe quel texte dans n'importe quelle condition, n'empêche que vous, moi, n'importe qui peut aller sur Internet et décider d'aller faire un test génétique et d'essayer de connaître, faire un bilan de santé pour connaître ses prédispositions, mais dans ce cas-là, c'est hors contexte médical. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça pose comme problème éthique, professeur Mamzer, peut-être que vous avez... des éléments à nous dire sur les problèmes que ça peut poser. Oui, alors merci. Merci beaucoup pour votre question. La première question éthique que ça pose, c'est la pertinence de faire ces tests et la maîtrise des informations qui vont être révélées par la réalisation de ce test, parce que dans ce contexte-là, ce sont des tests qui déroulent l'ensemble du génome qui sont réalisés, et pas, bien sûr, en tout cas aujourd'hui, et pas seulement la recherche d'un facteur de prédisposition. Donc on pourrait très bien se dire, après tout, le génome fait partie du patrimoine mondial, il nous appartient à tous, il n'y a pas tellement de raisons que les médecins s'approprient ce truc-là. Et si on peut en déduire d'autres informations qui nous intéressent, et par-dessus le marché, avoir accès à des informations de nature médicale sans avoir à passer par les censures qui sont imposées par le système de santé français et les médecins généticiens, après tout, pourquoi pas, allons-y. En fait, ce qui se passe derrière ça, c'est qu'on est déjà au départ dans une situation qui n'est pas honnête et transparente vis-à-vis des personnes qui vont aller s'inscrire sur Internet, se prélever un petit filet de salive, l'envoyer et associer des renseignements de nature différente aux firmes qui vont ensuite faire le séquençage. Ça n'est pas honnête pour plusieurs raisons. L'information est défaillante sur la nature du service qui va être rendu, et quand les firmes prétendent proposer en plus de l'origine géographique et ou ethnique un accès à effectivement une évaluation des facteurs génétiques de prédisposition à des maladies ou à des cancers, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'ils n'ont pas les outils pour en donner une interprétation formelle, et donc ensuite les gens se retrouvent avec des tests qu'ils ont besoin d'aller faire interpréter dans l'immense majorité des cas par des médecins. Et puis la deuxième chose sur laquelle l'honnêteté est discutable, c'est que l'entreprise fait payer pour réaliser le test, et derrière... C'est $200, je crois, pour oui, une entreprise que je ne citerai pas, mais c'est... Ça peut être aussi 80, autour de $100. Enfin, c'est finalement assez peu cher, sauf que le service rendu est tout à fait minime, et que l'entreprise derrière va être en capacité de réutiliser les données et les échantillons de salive dont elle s'est rendue propriétaire contre la loi française, mais tout ça se passe en dehors de la France, pour alimenter un marché de la recherche qui va sortir complètement de la régulation, avec le risque, évidemment, que tout ça se retourne contre la personne elle-même, parce que dès lors qu'on ne sait pas ce que deviennent nos données, et en particulier nos données génétiques, il y a un petit risque malgré tout, compte tenu du fait qu'elles sont relativement identifiantes à cette échelle-là, que ça nous rattrape, soit sous la forme d'une discrimination quelconque, voire d'une mise en cause, comme on peut le voir éventuellement avec un exemple.
Je voulais vous poser une question à ce propos, à propos des données. Est-ce qu'une solution pour éviter cette marchandisation, ce ne serait pas justement d'être propriétaire de ces données génétiques ? Alors, ça, c'est une question particulièrement délicate. Est-ce qu'on doit être propriétaire de nos données tout court et tout particulièrement de nos données génétiques ? Il me semble que la pire des erreurs serait celle-là. C'est-à-dire de donner l'illusion à chacun d'entre nous qu'il a plus d'autonomie puisqu'il est propriétaire de ces données et que donc il peut en disposer complètement. Si on est propriétaire, c'est une autre chose, on peut en faire ce qu'on veut. Et là, finalement, si on peut en faire ce qu'on veut, on peut les prêter, on peut les partager, on peut aussi les vendre. Et si on les vend, a priori, une fois qu'on les a vendus, on ne maîtrise plus rien de ce qui va en être fait. Et donc, quelque part, on se met dans la gueule du loup. Donc non, je ne pense pas que ce soit une très bonne solution que de vendre ces données génétiques. Je crois que si on revient à l'éthique, la question, c'est à quoi ça sert et que fait-on ? Quel est le sens de ces examens ? Et quelle est la signification que va revêtir pour nous la réalisation de ce test ? Sans doute, le sens en est différent en fonction du contexte, mais dès lors que le test qui est proposé est générique, il y a un risque de chevauchement et de complications en tant qu'individu, de se retrouver confronté à des éventuelles mauvaises nouvelles, soit erronées, soit en n'étant pas accompagné par des médecins qui vont nous proposer des solutions, parce que c'est ça qui a été dit. Si on fait ça, c'est pas juste pour faire de la botanique, c'est parce que derrière, on cherche des solutions, des informations pertinentes pour les personnes et des solutions pratiques à leur offrir. D'ailleurs, si l'information n'est pas pertinente, et on a vu qu'on pouvait faire du séquençage complet du génome, ben, je ne sais pas, on ne rend pas tout non plus. Dominique Stopalionnet, je voulais peut-être vous faire réagir à ça sur le risque de ces tests et le fait que les personnes se retrouvent seules face à un résultat d'analyse génétique. Vous avez un triptyque pour tout ce qui est médical vis-à-vis de ces tests. Est-ce que vous pouvez, parler aussi Souvent, je dis que voilà, les tests, ces tests génétiques doivent être d'abord des tests de qualité. Il faut être obsédé sur la qualité de l'interprétation des données. C'est très facile de séquencer. Le séquençage, très au début, est une véritable révolution dont il faut se réjouir. Mais je dirais transformer des données de séquence en informations médicales pertinentes, il y a un petit gap. Et donc, c'est ça qui coûte cher. C'est pas le séquençage. Et on a encore beaucoup de, je dirais, de connaissances à acquérir, ne serait-ce que des choses très simples. Je dirais, même pour les gènes que l'on connaît bien, gènes dont on sait que les altérations sont associées à telle ou telle maladie, dans notre jargon on parlera de phénotype, eh bien au sein de ces gènes, il peut y avoir des variants qu'on appelle de signification inconnue, parce qu'on ignore le retentissement biologique de ce variant sur la protéine correspondante, et par là le retentissement clinique. Et donc la classification, ce qu'on appelle des variants de signification inconnue, c'est un enjeu énorme. Ça pose derrière la question de la constitution de bases de données de qualité, et qui réunissent à la fois des données cliniques, le phénotype, et des données, donc les données également de séquences. Donc, un des tests de qualité chez des personnes qui soient informées, c'est une information de qualité avec l'anticipation. Dans l'information, il y a l'objectif du test, il y a également l'anticipation de ce qu'on pourrait trouver. Et c'est la problématique, puisque maintenant, on peut être amené à faire, notamment dans les déficiences intellectuelles. Aujourd'hui, vous faites de l'exome, c'est peut-être plus simple, voire du génome entier, parce qu'il y a aussi les réarrangements structuraux. Mais ça veut dire qu'on peut avoir des données, ce qu'on appelle incidentes, non recherchées. Et si certaines de ces données sont ce qu'on appelle actionnables, c'est-à-dire ont un intérêt quand même médical, et donc l'idée, c'est de pouvoir revenir vers les personnes si elles le souhaitent. Donc ça veut dire qu'il faut avoir anticipé. Donc dans l'information, il y a des mots très importants. Il y a également l'anticipation. Et ensuite, chez des personnes qui sont accompagnées, c'est l'accompagnement
médicales. Et puis c'est des personnes, il faut aussi, je rajouterais le terme de protéger, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination fondée sur les génotypes. Et puis, dernier point, plus de santé publique, c'est que si on met à disposition un test qui a un intérêt médical, eh bien, il faut qu'il soit accessible sur l'ensemble du territoire. On parlera d'équité d'accès. Donc voilà, pour moi, ce sont les mots-clés qui doivent guider, je dirais, donc une démarche de génétique médicale. Informer, protéger, accompagner et équité, c'est ça. Et, voilà, et équité d'accès. Avec ça, c'est emballé, pesé. Et le truc, c'est que dans les tests direct to consumer, il n'y a aucun de ces, je dirais, de ces invariants, en quelque sorte, qui est respecté. Et vous aviez aussi le cas d'un patient, justement, qui avait été un peu victime de ces tests que vous avez exposés aux assises de la génétique. Oui, alors je peux raconter l'histoire en 2 secondes, mais peut-être ce qui serait pas mal, c'est de mettre sur le site le lien vers le... Il y a une... Comment dire, ce patient qui n'est précisément pas un patient. Vous voyez, il fait un test, on le transforme en malade. Il n'est pas malade, il va très bien. Simplement, il a eu la mauvaise idée de pourvoir. Il est un peu geek, il est ouvert aux nouvelles technologies pour voir. Il a envoyé son ADN à une société, voilà, un truc, très bien, qui dit on va faire un génome entier, ce qui en fait c'était même pas un génome entier. Et puis il a reçu les résultats, en fait, un lien vers le site pour les chercher. Et puis sur le site, on lui disait voilà, vous avez une mutation dans un gène qui s'appelle APC, c'est le gène de la polypose adénomateuse familiale, égale polypose, égale cancer du côlon, égale colectomie. On dit que dans ces situations, on enlève le côlon, égale un risque sur 2 de transmission à chacun des enfants, plus une altération du gène TP53. Alors, dans le domaine des prédispositions au cancer, pour nous, c'est notre cauchemar, c'est parce que c'est des situations extrêmement graves, avec des risques de tumeurs cérébrales, de sarcome, pour lesquels ceci nous conduit à faire une surveillance par IRM corps entier. Vous voyez déjà, le IRM corps entier, c'est lourd. Et donc, il avait également une altération TP53. La probabilité qu'il ait ces 2 altérations en même temps était infime. Et donc, il nous a téléphoné. Il nous a joint. Il était paniqué parce qu'en plus, cette société avait donné les recommandations, aucun accompagnement. Donc, les recommandations, c'est IRM corps entier, plus colectomie, plus machin. Et donc, on l'a vu, et on l'a vu très rapidement. Alors, souvent, malheureusement, nous avons quelques délais, mais on l'a vu, on s'est dit, bon, ça va être erreur d'interprétation, pas de problème, ce qu'on appelle de polymorphisme. Non, pas du tout, c'était vraiment de ce qu'on appelle variants pathogènes. Et en fait, on a donc tout recommencé. Et puis, on a eu aussi accès quand même aux données brutes de séquençage. Et il s'est avéré que c'était des faux positifs du séquençage. Mais enfin voilà, donc c'est. Ça lui a gâché sa lune de miel quand même. Oui, donc, c'est parce qu'en plus il partait au Japon en lune de miel, il avait les résultats juste avant de partir au Japon. Bref, mais ça pose des questions, bien sûr pour lui qui était totalement désemparé. Nous, on a été dans une espèce de, enfin, on a été solide, on a refait tout comme ça, on s'est remis dans la rigueur du dépistage. Simplement, on l'a interrogé, on a fait l'histoire familiale, rien de bien particulier, mais il avait des troubles digestifs qu'il aurait eu, avec pareille nouvelle, on comprend qu'il est mal au ventre. Eh bien, on a fait, comme ça nous prend du temps de tout refaire, on a fait par prudence une coloscopie. C'est pas rien une coloscopie quand même, c'est général. Donc il y a une espèce de fuite en avant, il faut vraiment à un moment arrêter les choses, mais voilà, l'arrêter à bon escient. Et puis, donc, il y a la question pour lui de la gestion de son cas personnel, mais ça pose aussi des questions pour notre système de santé. Parce que très régulièrement, nous avons des personnes, Julie, tu as ça aussi, tu rencontres des patients qui reviennent vers nous parce qu'ils sont désemparés. Et donc, on les accueille. Mais quand même, ça coûte très cher pour finalement, bien souvent, rien. D'accord. Sur ces tests, il y a quand même donc des différences même pour les tests médicaux, des différences entre la France et les États-Unis, notamment sur l'accès aux tests
ce qu'on appelle les tests préconceptionnels et les tests... est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ces tests-là, de ces tests un petit peu de dépistage, tout ce qui a le trait à ça? Alors, il y a... et des différences entre les États-Unis et France, pardon. C'est surtout, en fait, moi, c'est surtout les patients d'Espagne pour lesquels je suis beaucoup sollicitée. Donc, c'est des patients qui vont en Espagne pour bénéficier de procréation médicalement assistée, soit parce qu'elles n'étaient pas autorisées en France jusqu'à récemment, soit parce que ça va plus vite en Espagne, ou voilà, pour gagner un peu de temps. Et en fait, en Espagne, quand vous faites une procréation médicalement assistée, il vous est proposé, je ne sais pas si c'est conseillé, mais en tout cas au moins proposé, de faire un dépistage génétique. Alors, soit vous venez en couple et on fait une recherche de variants génétiques dans des gènes des gènes où vous pourriez être porteur sain tous les deux. Soit on fait des techniques très larges, type exome, c'est-à-dire on séquence absolument tous vos gènes et on regarde si vous avez des variants connus dans les bases de données pour donner des maladies. Et donc les patients français font ces tests et puis reçoivent les résultats, paniquent et m'appellent. Donc parce que moi j'ai une petite spécialité, vous avez compris, prénatale, périnatale, préimplantatoire. Donc voilà, ils trouvent mon nom, puis ils m'appellent. Voilà, là c'est la catastrophe. Je suis porteur de variants, etc. Donc là, on est sur des tests qui ont été faits, souvent relativement fiables. On est moins dans des problèmes de qualité comme le premier patient. Mais l'information, elle n'a pas du tout été faite en amont et elle n'est pas bien faite en aval. Parce que probablement, il y a quand même la barrière de la langue, c'est difficile souvent de rattraper les choses. Moi, j'ai toujours le souvenir d'une dame qui avait fait un test comme ça en Espagne, et puis elle est venue ensuite à la consultation de génétique. Elle avait un antécédent familial d'une maladie dans sa famille. Elle nous dit, mais moi j'ai fait le test, il n'y a pas de problème. Donc on regarde le test génétique qui a été fait. Donc ils ont cherché des variants spécifiques dans plein de gènes différents, 500 gènes, probablement, je ne sais plus exactement, mais 6000, 7000 variants, tous négatifs. Sauf que le variant qui était présent dans sa famille, il n'était pas dans la liste des variants testés. Donc elle avait eu un test qui avait vraiment été fait pour rien, qui lui avait coûté quand même quelques euros. Et une fois qu'elle est venue à la consultation, on a récupéré le résultat du cousin qui était malade. On a recherché le variant chez elle qui pouvait être porteuse saine et qui l'était pas. Donc tous ces tests sont... C'est compliqué, c'est très compliqué encore. L'interprétation qu'on peut faire des variants génétiques, Dominique vous l'a dit, c'est aussi vrai pour des variants qui donnent des maladies très sévères de l'enfant. Il arrive de façon assez récurrente qu'on ait face à nous un couple où on leur apprend que le monsieur ou la dame est en fait porteur du variant qui a tué leur petite fille, mais que eux, ils n'ont jamais eu aucun symptôme de ce variant. Donc c'est l'interprétation d'un test génétique, aujourd'hui, elle est difficile, elle est très difficile. Et elle limite en vrai le dépistage. Parce que si vous trouvez ce variant chez une personne qui n'a jamais eu de symptômes, qu'est-ce que vous allez lui dire ? Vous êtes porteur d'un variant qui est connu chez certains patients pour donner une maladie sévère. Vous avez eu beaucoup de chance, vous avez épargné. Maintenant, vous avez quand même 1 risque sur 2 de le transmettre. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vos enfants ? En fait, c'est ça. Donc, en préconceptionnel, les applications du dépistage sont très difficiles. Et je pense qu'il faut qu'on reste, nous, généticiens, quand même, un peu... qu'on garde des précautions. Alors on peut vivre ça comme oui, on veut pas nous faire les tests, ces médecins. Mais en fait, c'est juste que peut-être on est aussi réaliste sur la prédiction qu'on fera à partir des tests et que faut encore savoir dire qu'on ne sait pas et que voilà. On y arrive dans des familles où l'histoire est connue, mais qu'en dehors du contexte familial, ça reste souvent difficile. Et justement, tous ces tests un peu préconceptionnels, etc., ça, je voulais vous poser la question à toutes les trois, même d'une manière générale, sur les tests génétiques. L'engouement qu'on peut avoir pour ces tests, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à l'incertitude ? Qui veut commencer ?
Moi, je peux juste dire, j'avais entendu une fois, en génétique, on voit quand même beaucoup de patients qui essayent de comprendre pourquoi la maladie arrive à leurs enfants, pourquoi, peut-être c'est parce que ils imaginent des choses. Et j'avais entendu un psychanalyste qui m'avait dit, nous ne croyons pas au hasard. Donc nous cherchons des explications. Voilà. Et je crois que dans le fait de faire des tests génétiques, on essaie quand même quelque part de se rassurer, de se dire mais moi je vais bien, je vais être porteur de rien. Et en fait c'est pas vrai. Nous sommes tous porteurs de variants génétiques pathogènes, tous. Donc il n'y aura pas de réassurance à faire des tests génétiques, mais on aimerait bien y croire, donc on fait les tests. Enfin, moi c'est un peu ma perception. Mais personnellement je n'ai jamais fait de test récréatif. Ni de test d'ailleurs de dépistage de quoi que ce soit, parce que j'aurais peur de ne pas être rassurée complètement. Vous connaissez trop bien le problème. Dominique Stoppa-Lyonnais. Moi, je voudrais, enfin, je ne vais pas citer, mais mentionner Anne Dufourmentel, qui est philosophe, psychanalyste, qui a disparu prématurément en tentant de sauver un enfant de la noyade, et qui promouvait une éthique de l'incertitude, une éthique qui précisément faisait l'éloge du risque et de la vie. Voilà. Et donc effectivement, le test génétique, il n'est pas dans la réassurance totale. Il peut rassurer sur un trait un trait dans une situation bien particulière, mais il n'a pas vocation à nous rassurer. Et je dirais que de toute façon, la vie est quand même pleine d'incertitudes. Et imaginer une vie sans incertitude, c'est ce que dit Anne Dufourmentel. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'espace sans incertitude. Et Marie-France Mamzer, vous, c'était du point de vue peut-être des soignants, c'est ça, cette incertitude qui peut les... Oui, alors en fait, je pense qu'on a tous un rapport très ambivalent vis-à-vis de l'acceptation ou pas de l'incertitude. Parce que d'un côté, c'est vrai, on aimerait bien être rassuré à 100%, c'est ce que vous avez dit. Mais à vrai dire, on perd assez vite l'illusion que c'est possible, parce qu'on peut être rassuré sur une chose et puis ça ne protège pas d'une autre chose. Et de l'autre côté, on ne voudrait surtout pas être assuré à 100% qu'on va avoir une maladie très grave qu'on ne pourra pas guérir et pour laquelle d'ailleurs on ne pourra rien faire que de vous accompagner jusqu'à la mort. Et donc cette espèce d'ambivalence, moi, me fait dire que l'incertitude, c'est plutôt peut-être un outil aussi bien pour le soignant que pour le patient. Parce que tant qu'on ne peut pas dire « vous êtes foutu », eh bien, il y a la possibilité d'espérer n'importe quoi, des choses positives en tout cas, une sortie de là, d'une manière ou d'une autre, qu'on n'a pas besoin de définir et qui doit rester plutôt floue et incertaine, parce que plus elle va être floue et incertaine, et plus elle est ouverte. Donc moi, je prônerais pour cette philosophe et ça, je ne sais plus comment vous avez dit, l'éthique de l'incertitude. L'incertitude, c'est ouais, la vie. Ouais, sur l'éthique de l'incertitude, c'est pas le mot que je cherchais, mais voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir ouvrir le dialogue avec le public en salle, mais aussi le public auquel on pense et qui est en distanciel. Est-ce que dans la salle, il y aurait des questions à nos intervenantes sur les tests ou des questions que vous vous posez vous-même en tant que peut-être personnes qui ont déjà fait un test ou qui pensaient à en faire un? Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était super intéressante. Moi, en fait, j'ai une question vis-à-vis qui fait écho à pas mal de choses dont vous avez parlé. C'est plus ou moins en fait l'arrivée des nouvelles technologies, notamment intelligence artificielle, etc., dans le traitement des données. Donc, en fait, vous avez pas mal parlé du fait que une des principales limites actuellement aux technologies de séquençage, c'est justement l'interprétation assez coûteuse, difficile, longue de toutes ces données. Et du coup, l'interprétation en fait médicale et la nécessité de l'expertise autour de ça. Donc là, en fait, on a un certain nombre de nouvelles technologies qui commencent à apparaître. Ça, on n'est toujours pas là, hein, mais qui pourraient faciliter grandement la durée et le coût un peu de ces étapes d'interprétation. Donc comment est-ce que vous pensez que l'arrivée de ces technologies pourrait changer un peu la donne vis-à-vis de l'éthique et même de la fonctionnalité un peu de ces tests génétiques? Merci.
En vrai, on est déjà très aidé par l'intelligence artificielle en génétique parce que quand vous devez traiter 6 millions de variants par patient, il vous faut un peu d'aide. Donc on a des outils, alors ils ne sont pas parfaits, mais ils permettent déjà de comparer au génome de référence. Ensuite, donc, une fois qu'ils sont identifiés, on les compare aux bases de données de variants. Qui ne sont pas exhaustives, mais enfin qui permettent déjà d'éliminer pas mal de variants. Et puis après, il y a des tas d'outils, de prédiction, de choses comme ça. Je ne suis pas sûre que ça remplace complètement, en tout cas pour le moment, l'analyse humaine. Il y a un moment où il faut quand même... et on s'y met souvent à plusieurs quand les dossiers sont difficiles. On s'y met à plusieurs pour comparer ce qu'il y a dans la littérature, ce qu'on a trouvé chez les patients. Est-ce que le cas clinique du patient correspond bien à ce qui a été décrit par les collègues, etc. C'est pas toujours simple et pour l'instant, ça reste assez humain. Probablement que, moi je crois peut-être encore plus à l'étoffement des bases de données qui nous aidera probablement, une meilleure connaissance des gènes, des protéines, de leurs fonctions, on aura une bien meilleure connaissance des phénotypes associés, des présentations cliniques associées. Mais est-ce que ça apportera des questions aux problèmes éthiques? Parce que c'était un peu... Là, je ne suis pas certaine. Je sais pas. Alors, de mon point de vue, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je fais partie de ces gens qui considèrent que les questions d'éthique sont des questions humaines. Et par conséquent, quand on est dans des situations aussi complexes que celles qui viennent de nous être décrites, je crois qu'il ne serait pas éthique de refuser l'aide que nous apportera et que nous apporte déjà l'intelligence artificielle. En revanche, ce que va faire l'intelligence artificielle, elle ne le fera qu'à partir des données qu'on va lui avoir apportées. Et donc, si elles sont insuffisantes, l'intelligence artificielle ne nous apportera rien de plus. Et donc, autant nous aider dans un diagnostic, oui, mais là, à la limite, effectivement, c'est éthique d'utiliser l'intelligence artificielle pour décupler nos forces, mais sinon, ça ne changera rien en question d'éthique. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Alors, je crois qu'il y a une question à distance. Oui. Alors oui, on a 2 questions à distance. La première, c'est si on a une crainte ou un doute quand on fait d'être porteur sain ou non d'une mutation génétique et qu'on a absolument envie de savoir parce que ça nous angoisse. Vous nous expliquez que les entreprises qui le proposaient n'étaient pas forcément pertinentes. Quelle est notre solution ? Je ne sais pas si la question était claire ou pas. C'est-à-dire si on a envie de savoir, mais que les médecins spécialistes du sujet ne pensent pas qu'il y a une indication à faire le test, c'est ça ? Oui, c'est ça. À ce moment-là, comment faire ? En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut savoir si on est porteur sain d'un variant ? C'est ça, finalement, la question. Est-ce que c'est parce qu'on envisage avoir des enfants, qu'on a peur que notre conjoint ait le même variant que nous, enfin, en tout cas, un variant dans le même gène que nous et d'avoir des enfants malades ? S'il y a des raisons à ça, si c'est un mariage dans une même famille où il y a déjà une maladie génétique, là, il y a une parfaite indication à faire un dépistage. Mais si c'est en population générale, on revient aux limites de la génétique en vrai. Parce que même si on vous trouve porteur sain d'un variant et qu'on teste votre conjoint pour le gène donné, c'est pas parce qu'on trouve rien qu'il n'est pas porteur de quelque chose. Et l'autre risque, c'est qu'on trouve quelque chose chez lui qu'on ne sait pas interpréter. Et là, on rentre dans un engrenage où on va vous dire, mais c'est pas grave, vous savez, il y a les possibilités de faire des sélections d'embryons in vitro. Et pour quelque chose dont on ne connaît pas la signification, qui peut-être n'est rien du tout, un variant de la norme. Et donc les solutions aujourd'hui qu'on vous propose, elles sont quand même très très lourdes. Donc c'est vrai que parfois on n'est pas très séduit, nous, par des tests de dépistage largues à main nue.
Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de deuxième question parce qu'elle a disparu. La deuxième question a disparu. Voilà. Personne dans la salle? Une question? Oui? Bonsoir, merci pour votre conférence. Je voulais poser une question sur les cancers, parce que vous aviez dit que c'était une cause génétique, parce que c'est à cause de ça que la cellule va se reproduire très vite, former une tumeur. Donc est-ce qu'on peut considérer que les cancers sont des maladies génétiques en fait Oui, le cancer, les cancers sont des maladies génétiques de la cellule, avec même une pression de sélection, une évolution, ce qu'on appelle darwinienne. Oui, ce sont des maladies génétiques de la cellule. Donc c'est lié à l'accumulation d'altérations qui ne sont pas forcément très nombreuses d'ailleurs, et qui sont variables selon selon l'âge. Par exemple, les tumeurs du sujet âgé, le cancer du côlon du sujet âgé, il y a plus d'altérations nécessaires, à la différence de certains cancers de l'enfant, qui sont d'ailleurs, souvent, c'est des cancers liés à une anomalie de la différenciation de la cellule. Donc, il y a peu le nombre d'altérations nécessaires est très faible. J'avais peut-être une autre question, s'il n'y a personne d'autre dans la salle, sur le pouvoir prédictif des tests. Parfois, on fait un test et on nous dit on a tant de % de chances de développer la maladie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est médecin? Comment ça se passe? J'imagine qu'il y a différents types de pourcentages. On parlait au préambule lors de nos échanges de la maladie de Huntington par exemple, où on sait que là c'est du 100%, mais il y a d'autres maladies où c'est pas du 100%, et dans ces cas-là comment fait-on le diagnostic génétique, justement le conseil génétique, comment ça se passe? C'est tout, comment dire, c'est effectivement toute la démarche de médecine prédictive. L'idée, le concept même, c'est savoir pour limiter l'impact de la maladie attendue. Effectivement, ce qu'on appelle le risque de la maladie, c'est la pénétrance. Donc la pénétrance, c'est vrai qu'elle est très rarement complète. Dans les prédispositions au cancer, alors ça dépend des situations de prédisposition, mais par exemple, je reprends l'exemple BRCA qui est assez emblématique. On retient que quand on part pour une femme qui a au moins une apparenté atteinte de cancer du sein, c'est-à-dire il y a une petite histoire familiale, son risque, si elle est porteuse d'une altération BRCA1 ou 2, son risque d'avoir un diagnostic de cancer du sein cumulé au cours de sa vie jusqu'à l'âge de 80 ans est de 70%. Déjà, il faut avoir en tête que tout est relatif. Déjà, dans la population générale, dans notre population occidentale, avec notre mode de vie, c'est déjà le risque cumulé de 12%. C'est considérable. Mais l'âge moyen au diagnostic, dans un contexte BRCA, est beaucoup plus jeune. L'âge moyen est autour de 45 ans. Donc, sachant ces éléments, sachant aussi les caractéristiques de la lésion tumorale, eh bien, on a, au cours de ces dernières, décennies maintenant, construit des recommandations de prise en charge. Les premières recommandations dans un contexte BRCA, c'est une expertise collective de l'INSERM qui est sortie, je crois, en 97. Puis après, il y a eu une mise à jour par l'Institut national du cancer, ou la Direction générale de la santé plutôt à ce moment-là. L'Institut national du cancer n'était pas créé, 2004. Puis il y a eu de nouvelles mises à jour, 2009 par l'INCa, et puis encore un peu plus récente, en 2017. Donc effectivement, la préoccupation majeure, c'est prédire, mais pourquoi ? Donc il est impératif de définir des recommandations de prise en charge. Il s'agit en aucun cas de laisser une personne qui va très bien, de la transformer en malade en lui ayant annoncé des choses. Oui, c'est ça, parce que précisément, ce n'est pas encore des patients, et ce ne sera peut-être jamais des patients. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait bien, que les patients ou les personnes n'ont pas envie qu'on leur offre des pourcentages. Parce qu'à l'échelle d'un individu, on est malade ou on n'est pas malade. Donc ce qui les intéresse, c'est... vous avez malheureusement un peu plus de probabilité, pourquoi pas, mais surtout,
c'est important de le savoir parce qu'on peut vous proposer quelque chose. C'est là où la différence est grande par rapport à un test qu'on reçoit avec des pourcentages qui, un, ne veulent rien dire et deux, vous laissent complètement désespérés finalement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Peut-être juste un mot pour ajouter. Précisément, les mots sont très importants. Le terme, par exemple, de mutation est en lui-même très inquiétant. Le terme ou même de variant pathogène, c'est très inquiétant. Et dans notre consultation, on utilise plutôt le terme du fait précisément de cette pénétrance, ce risque tumoral incomplet. Bon, d'accord, il est élevé, mais de facteur de risque. Parce que la notion de facteur G, ou même on peut parler de facteur génétique de risque, ça introduit de façon assez claire que c'est un facteur. D'autres éléments sont nécessaires. Et finalement, on évoquait tout à l'heure la espèce d'éthique du risque et de l'incertitude. L'idée, c'est d'utiliser cette incertitude comme une porte de sortie pour ce que tu disais, d'espoir. Et puis, il y a aussi, quand la personne tombe malade, la sévérité de la maladie non plus on ne peut pas la prédire avec ces tests. Alors là, l'idée aussi, c'est que dans le domaine des prédispositions au cancer, je reste dans mon précaré, c'est que l'idée, c'est de prédire pour prévenir. Alors ça peut être une prévention radicale. On parle notamment, test BRCA, on évoque, c'est une possibilité de faire une chirurgie de réduction de risque, ablation de la glande mammaire avec reconstruction, c'est une possibilité. Mais c'est surtout aussi le dépistage, par IRM, mammaire, mammo et échographie, avec l'idée de permettre un diagnostic très précoce. Et donc par là, d'avoir tous les éléments de bon pronostic et de guérison. Oui, une question en distanciel, c'est ça ? Du coup, c'est bon. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, je pense que quand le grand public entend parler des tests génétiques, il pense rapidement au film Bienvenue à Gattaca. Que diriez-vous à ces gens pour les détromper, corriger sur nos capacités de prédiction de l'avenir, de toutes les caractéristiques d'un individu à partir de ce genre de test ? On peut toujours prendre l'exemple des vrais jumeaux parce que c'est assez parlant. En vrai, des vrais jumeaux ont le même patrimoine génétique. Et pourtant, si vous prenez beaucoup de maladies humaines, quand un des jumeaux a la maladie, le deuxième ne l'a pas du tout forcément. Et là, vous voyez tout de suite la limite quand même des prédictions. Et ça permet d'ailleurs de calculer ce qu'on appelle l'héritabilité de certaines maladies. La sclérose en plaques, on sait qu'il y a une part de prédisposition génétique et c'est calculé grâce aux études sur des vrais jumeaux qui ont le même patrimoine génétique et qui pourtant ne font pas toujours tous les deux la sclérose en plaques. Voilà. Donc je trouve que ça illustre assez bien la variabilité. C'est aussi vrai dans des familles. Enfin, il y a des familles où beaucoup d'enfants portent la même variation génétique et pourtant l'expression de la maladie est complètement différente, alors que c'est exactement le même variant. A priori, des enfants élevés à peu près dans les mêmes modes de vie et on voit des grosses différences. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a quand même une vraie demande de tests préconceptionnels qui, personnellement, m'évoque un peu le film. De temps en temps, je me dis, mais est-ce que c'est la société qu'on veut ? Est-ce qu'on veut, avant de se mettre avec un monsieur ou une dame, ou faire d'emblée la carte génétique pour être sûr que, on n'aura pas de problème avec nos enfants ? Alors qu'en vrai, on voit quand même, nous, dans nos consultations, énormément d'enfants qui ont des maladies génétiques dont les parents ne sont pas porteurs. Et ces mutations de novo, elles augmentent quand même pas mal dans la population du fait de l'augmentation de l'âge des parents à la conception. Donc le message que je vais donner aux jeunes, parce qu'il y en a quand même pas mal, c'est faites vos enfants tôt, ça limitera les risques, mieux que de faire un test génétique préconceptionnel. Et puis peut-être que si vous êtes amateur de science-fiction, regardez aussi Divergente.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on s'amuserait ou on arriverait à avoir l'illusion qu'en sélectionnant sur des caractéristiques génétiques, on va réussir à avoir une population plus intelligente, plus performante, plus tout ce qu'on veut, que ça va pouvoir se faire, 2, ça sera efficace. Parce que la particularité de la science-fiction, c'est de mettre en scène d'utiliser des scénarios dans des contextes politiques très particuliers qui sont presque toujours des contextes de totalitarisme. Et donc il faut être évidemment extrêmement caricatural et proposer des scénarios qui font corps avec cette représentation du totalitarisme. Et si vous prenez à l'inverse le scénario de Divergente, où vous avez un régime totalitaire qui utilise les prédispositions génétiques des uns et des autres pour les attribuer à des fonctions sociales très particulières, ce que vous voyez aussi, c'est ce que nous fait un peu la nature, si je ne me trompe pas. C'est là pour le coup des mutations, sans doute, qui font que même en étant dans la famille des gens qui ont tous les mêmes prédispositions génétiques et voués à telle mission, telle fonction, eh bien, des individus se distinguent par d'autres traits et sont aptés à faire la révolution. Je crois qu'il faut aussi qu'on se fasse confiance. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on re-regardera le replay de cette conférence après avoir regardé Bienvenue à Gattaca et Divergente, et je pense qu'on aura une façon d'interpréter les films différemment. Merci beaucoup pour tout ça. Et juste, on voulait vous faire une annonce à propos d'un événement, d'une tombola qu'on organise à l'Institut Imagine, et je laisse Marie de Basler, qui est directrice de la communication à Imagine, vous en dire un mot. Donc c'est une petite page de pub, je profite que vous soyez tous là. Effectivement, la recherche a besoin de financement, et on a la chance d'avoir un donateur qui nous a fait un cadeau assez exceptionnel, mais on ne savait pas trop quoi en faire, qui est une Ferrari. Et il nous a dit, vous utilisez cette Ferrari et vous en faites une tombola digitale. Voilà, donc elle est en ligne. Je vous invite à taper sur Google le Grand Prix Imagine. Vous allez tomber sur le site de Hello Asso et vous pouvez acheter un ticket. Vous pouvez en acheter plusieurs. Vous pouvez en offrir à vos parents, à vos amis, à tous les gens que vous aimez. C'est juste 5 € et l'intégralité des fonds ira à la recherche. Et la semaine prochaine, si vous voulez voir la Ferrari en vrai, on va passer la semaine au Mondial de l'Auto. Voilà, donc Imagine est au Mondial de l'Auto. C'est une première. Je ne sais pas si... Voilà, on va voir si on aime l'expérience. En tout cas, on sera ravis de vous accueillir sur le stand. Vous ne pourrez pas rentrer dans la voiture, mais peut-être que si vous la gagnez, vous repartirez avec. Et c'est très facile. Il y a un QR code, paf, vous rentrez directement sur le site. Et je vous invite donc à acheter des billets et surtout d'en parler autour de vous. Voilà, parce que plus vous êtes nombreux à acheter des billets, plus la recherche pourra aller vite et pourra s'accélérer. Voilà, merci 1000 fois. Et merci à vous aussi pour la conférence.